Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui à l'émission, Caroline Chaussé et Alain Métivier nous parlent de perspectives autonomie en santé mentale. Pierre amène son sujet à l'espresso et à l'espresso allongé, l'anxiété en temps de confinement. Notre collaboratrice Ève Cardinal est aussi des nôtres, elle nous parle de chômage et santé mentale. Bienvenue à Folie douce. De retour à l'émission Folie douce, leader en santé mentale depuis 1991. Je m'entretiens avec mes invités, Alain Métivier. Bonjour, Monsieur Métivier. Bonjour. Bonjour, et Madame Caroline Chaussé. Bonjour, Madame Chaussé. Bonjour. Bienvenue à l'émission Folie douce. Monsieur Métivier, vous avez été déjà des nôtres. On a fait une entrevue avec vous, puis on va parler du même sujet. C'est Perspectives Autonomie en santé mentale, PASM, un organisme que vous avez fondé. Pouvez-vous nous refaire un peu un historique de comment ça s'est mis en place, justement, cette organisation-là? Oui, très bien. Ça a commencé dans notre salon, là, chez nous. Ah oui? Ma femme. Une idée. Une amie qui est éducatrice spécialisée dans le DPJ à la retraite. Et puis, on parlait depuis des années, dans le fond, de mon expérience ou d'un possible projet. Puis, on s'est réunis, on a fait des brainstorming. Oui. On a fait ressortir les énoncés de mission et le nom de perspective autonomie en santé mentale. Donc, vous vouliez vous impliquer de façon sociale, quoi? C'est un peu ça? C'est ça, on voulait. Dans le fond, c'était dans le désir de pouvoir accompagner des personnes qui sont en processus de rétablissement en santé mentale. OK. Et puis, qu'on soit un regroupement de pères aidants avec quelques exceptions des intervenants, mais la majorité serait des pères aidants ou pères aidants en santé mentale. OK. On peut rappeler ce que c'est la père aidance. En fait, c'est quand même relativement nouveau. On parle peut-être de 10 ans, peut-être, quand ça a commencé. C'est encore à ses débuts, si on veut. Oui, 2006, c'est-à-dire le premier groupe qui est allé aux États-Unis pour faire la formation, ça date de 2006. Et qu'est-ce que c'est la père aidance en santé mentale? C'est-à-dire la père aidance, c'est que la personne qui intervient, c'est une personne qui a ce qu'on appelle un vécu expérientiel. Ça veut dire qu'il a vécu dans des difficultés, des troubles en santé mentale, qui s'est rétabli et puis qui a suivi une formation, parce que chez nous, seulement des pères aidants ou pères aidants certifiés qui ont fait une formation et puis en même temps qui ont à cœur de venir en aide à des pères. Oui, donc des gens qui ont vécu des problématiques, ils comprennent peut-être mieux justement le sentiment de la personne qui vit une problématique, donc ils sont capables d'intervenir, de le soutenir, de lui donner des conseils peut-être. Oui. Quand on réussit, là, après une entente, on commence par une entente, de voir les besoins de la personne, puis voir son profil. C'est de choisir l'intervenant, père aidant, qui va l'accompagner. Disons, un exemple, si quelqu'un a des troubles de bipolarité, moi, je vais chercher parmi le groupe des pères aidants celui qui a ce profil-là, parce que ça va être plus facile, ils vont se comprendre plus facilement. Oui, exactement. Et on a donc Mme Caroline Chaussé, donc on a présenté tantôt, vous êtes intervenante au PASM. Quel est votre rôle et comment vous pouvez décrire justement votre action? Oui, essentiellement, j'accompagne des gens qui vivent des difficultés de santé mentale. Moi, j'ai été intervenante pendant plus de 25 ans là, dans le domaine communautaire, dans différents organismes, là, autant en suivi communautaire qu'en domaine de l'hébergement ou même auprès des familles et membres de l'entourage qui ont un proche qui souffre de problèmes de santé mentale. Moi, j'ai mes difficultés aussi, mais je remercie le ciel d'être quelqu'un qui est fonctionnel, d'avoir pu vaquer à mes occupations et tout ça. Mais moi, je trouve que j'ai toujours trouvé que ça créait une meilleure alliance thérapeutique d'être en mesure de faire part de mon vécu expérientiel avec des personnes. Bon, dans mon cas, moi, ça relève plus comme de l'anxiété, anxiété sociale, tout ça. Fait que quelqu'un, mettons, qui me disait, là, même quand j'étais en suivi, qui me disait « Ah, Caroline, je vis beaucoup d'anxiété, tout ça. » Fait que juste le fait de dire « Ah, ben, je comprends ça, moi aussi, ça m'arrive. » Puis « Ah oui, hey, toi aussi, t'as envie. » Parce que des fois, les gens ont l'impression que les intervenants sont au-dessus de tout ça parce qu'en intervention, souvent, nous, on nous disait de ne pas parler là, de notre vécu, là, de toujours se garder une petite gêne et d'avoir une relation un peu plus peut-être comme thérapeutique. Mais moi, mon expérience m'a démontré que le fait de faire part de mon vécu expérientiel, ne serait-ce que
une minute sur une rencontre d'une heure, ça pouvait créer une meilleure alliance thérapeutique. Oui, il y a comme une connexion qui se fait, puis les gens se disent, on a toujours l'impression que les gens qui vivent des problématiques se sentent seuls, tu sais, puis elles-mêmes souvent disent, il me semble que je suis la seule personne qui ressent telle chose, alors que justement, comme vous dites, si quelqu'un amène un peu son vécu, il se dit, je suis comme reconnu, il y a quelqu'un d'autre qui a déjà vécu ça, donc je me sens compris. Là. Puis aussi, il y a toute la question d'espoir, si quelqu'un... moi, je l'avais vécu dans mon stage là, en 2011, je le vis à chaque jour aussi, c'est que en témoignant, dans le fond, de ma problématique que j'ai dépassée, par des soins, par l'environnement, par la famille, par tout un contexte là, qui aide. Là, ça fait en sorte que l'autre personne il dit « Ah, tu t'en es sorti, pourquoi pas moi? » Oui, exactement. Là, ça peut aller encore plus loin. La personne peut dire, si elle a un genre d'un mouvement, d'aider les autres, dire « Toi, tu t'en es sorti, puis tu m'aides, peut-être que moi, je pourrais faire comme toi. » Exactement. Exactement, ça donne un exemple. Exactement. Ouais. Donc, le perspective autonomie en santé mentale a été fondée en 2018. Depuis ce temps-là, ça progresse de jour en jour, finalement. Vous avez différents projets, tout ça. Vous avez eu l'occasion, je pense, d'avoir actuellement eu des stagiaires, donc qui deviendront finalement père aidant. C'est important pour vous d'avoir un peu cette aide-là là, de stagiaires? Oui. C'est-à-dire... pour nous, c'était nouveau d'avoir des stagiaires. Puis en plus, c'était un peu particulier, c'est que l'école de formation à Québec, la QRP, qui date de 2006, toujours offert des formations en français. Mm-hmm. Cette année, ils ont décidé d'offrir la formation à la communauté anglophone à Verdun, au centre Wellington. Il y a plusieurs organismes, même dans l'ouest de l'île, en santé mentale, qui sont plus anglophones, d'une certaine façon. Ouais. Ils ont fait la formation. Il y avait 11 candidats qui ont suivi la formation. Puis nous, on a été demandés pour faire une présentation. Donc, je suis allé faire une présentation à la toute fin. Et puis, en même temps, j'ai dit à Sandrine Rousseau, qui est responsable de la formation, j'ai dit, on serait prêt à accueillir aussi un stagiaire. Mm-hmm. Ce qui fait qu'on a... Même si on est jeune, on a accueilli un stagiaire avec tout ce que ça demande de temps. Et puis en même temps, il faut faire nos écoles, il faut faire nos preuves. On ne veut pas que ça soit une belle expérience pour l'organisme et aussi pour le stagiaire. Il faut s'en occuper du stagiaire, effectivement, mais ça rapporte aussi. C'est ça. Oui. Est-ce que, normalement, comment vous voyez le développement? Parce qu'on en a parlé quand on s'était parlé il y a peut-être un an. Là, on s'était parlé de l'organisation. C'était quand même assez très récent, là, la fondation, tout ça. Mais comment vous voyez la progression? Est-ce que ça avance bien à votre goût? Ben, ça avance assez bien. Caroline est témoin. On travaille sur l'élaboration de certains projets. Oui. Juste pour dire, on a reçu... on est maintenant un organisme de bienfaisance. On peut émettre des reçus de charité. Ça, c'est déjà un gros plus, effectivement. C'est un gros plus. On a le NEC. On est reconnu. On est une entreprise du Québec. Et puis, au Canada aussi, on est reconnu. Exact. Et puis, en même temps, on s'autofinance jusqu'ici, mais là, on a commencé vu qu'on a on est un organisme de bienfaisance, donc là, maintenant, on commence à faire des demandes là, comme Bell Canada Cause pour la cause, et puis Centraide, etc. On est vraiment embarqué là. C'est ça, on doit être un organisme, on doit être reconnu pour faire des demandes dans ces fondations-là ou ces organisations-là. Mais c'est long installer quelque chose, mais quand on y croit, c'est ça, c'est mieux des fois de prendre plus de temps, d'avoir une fondation, puis d'être solide, puis de durer. C'est un peu ça aussi. C'est pas un projet, vous voulez l'implanter pour que ça demeure et que ça aide de plus en plus de gens, j'imagine, autant Caroline comme intervenante que vous comme fondateur. Mm-hmm. Et aussi un aspect que Caroline, ça fait partie de nos règlements généraux. Dans nos règlements généraux, on dit tous les intervenants seront des pères aidantes, sauf exception. OK. Caroline fait partie des exceptions. OK. Mm-hmm. Elle est intervenante, elle a une expérience très riche d'intervention, même elle a été directrice d'un organisme. Et puis elle s'est jointe à nous. Et puis, nous, ça fait en sorte que ça enrichit encore l'équipe.
Puis l'équipe est ouverte à ça. L'équipe là, est très ouverte à ça. Et vous êtes installé toujours, je pense, dans l'est de l'île de Montréal? Oui, toujours. Toujours là? Oui, vous avez la chance d'avoir quand même un lieu physique, je pense? Oui, on a... Dès le début, après les réunions qu'on a fait, là, les brainstorming à la maison, la première chose que moi j'ai cherché, c'est de trouver un endroit où est-ce qu'on pourrait avoir un local pour se rencontrer. S'établir puis avoir une certaine stabilité. Oui, par chance, j'ai un ami qui est curé d'une paroisse, fait qu'il trouvait l'idée intéressante. Puis je suis allé rencontrer les administrateurs, les marguilliers, ils ont accepté. Fait qu'à partir de ce moment-là, on avait un local. Puis un petit peu plus tard, ils nous ont construit un bureau. OK. On a un bureau dédié, fonctionnel dédié complètement à nous autres. Oui. Et comment ça se passe est-ce que vous gérez donc de cet endroit-là, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de travail qui se fait sur la route ou en tout cas chez les gens, ou comment ça se passe au quotidien? On a des points de service aussi, on a différents organismes ou églises, communautés religieuses, différents endroits là, qui nous prêtent des locaux qu'on appelle des locaux satellites. Okay. À ce moment-là, on peut faire des rencontres là-bas là, pour éviter que les gens, exemple, quelqu'un qui viendrait d'Unsick pourrait aller dans un des locaux satellites dans ce secteur-là, plutôt que de se déplacer au local de PASM qui est totalement dans l'Est. Fait que ça, c'est un avantage. Puis en même temps, c'est une façon de faire connaître nos services par les différents partenaires. Oui. Comment vous voyez l'avenir? Il nous reste à peu près 2 minutes. Comment vous voyez l'avenir de PASM? Parce que pour fonder un organisme comme ça, on est passionné, on a une idée en tête, on veut que ça réussisse. Donc, comment vous voyez l'avenir? Je veux dire, ça va se faire progressivement. C'est un navire qui est en marche. Et puis, ça va se faire progressivement. Et puis, ça se fait au jour le jour. Comme vous voyez, là, on est un organisme de bienfaisance. Donc, on a accès à avoir des fonds de fondation ou d'autres organismes. Et puis, on a des stagiaires. On a eu des stagiaires. Ça l'a ouvert, comment dire, à un monde qui est de l'Ouest, parce que c'était le groupe de Wellington, Centre Wellington. Ouais. Et puis là, il va y avoir une autre formation bientôt à Québec. Ça fait que il y en a 3 de PASS qui ont donné leur nom pour faire la formation. OK, quand même. Ça, ils vont revenir. Ça progresse bien, effectivement, qu'ils vont venir donner un coup de main. Puis c'est ça, c'est de prendre le temps, comme vous dites, que ça prend, parce qu'on ne peut pas établir quelque chose comme ça. En général, ça prend de la persévérance, mais vous êtes bien parti. Ouais. Les gens qui veulent en savoir plus, je pense que vous avez une page Facebook pour être vraiment à jour là, sur tout ce qui se passe, que ce soit je pense qu'il y a des activités bénéfices à l'occasion. Oui, c'est ça. Donc, comment on peut vous trouver? Est-ce qu'en tapant... C'est sur la page Perspective Autonomie en santé mentale. Vous allez cliquer sur J'aime et vous allez avoir toutes nos nouvelles régulièrement. On met des nouvelles à jour, là, toutes sortes de nouvelles qui ont trait à la santé mentale sous toutes ses formes, ou à la paire aidance également. Il faut juste chercher Perspective Autonomie en santé mentale, puis à ce moment-là, on va vous attraper sur Facebook. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup, Mme Caroline Chaussé, M. Alain Métivier. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et bonne continuation. On s'en reparlera éventuellement. On va suivre l'histoire, en fait, au courant des années. Alors, bonne continuation et à la prochaine. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Vous désirez socialiser avec nous et échanger sur la santé mentale? Abonnez-vous à Folie Douce Radio sur Instagram. C'est maintenant le bloc Espresso. Alors, bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, tu nous parles d'anxiété en temps de confinement. Oui, on en a tous vécu, je pense, de l'anxiété depuis mars 2020. Avec cette fameuse COVID-19 qui est gravée à jamais dans nos vies. Longtemps. Effectivement. Alors, j'ai trouvé cet article sur Internet écrit par Mme Margot Rambert, qui est journaliste et auteure française. L'article s'appelle « 7 pistes pour calmer notre anxiété ». Donc, elle nous a mis ça, elle nous a numéroté ça, si tu veux. J'ai pris ça sur le site psychologie.com. C'est un site que je vais visiter assez régulièrement parce qu'il y a toujours des bonnes idées, je trouve, là-dessus. Parce que, en tant que citoyen, on n'a pas, dans l'histoire, on n'a pas vécu tant que ça des grandes histoires comme ça, alors que effectivement, ça a développé beaucoup d'anxiété chez beaucoup de personnes. Oui. C'est grave, là, quand même. Oui. Bon, alors, ce que Mme Rambert nous dit en début, elle nous dit « Enfermés chez nous, nous expérimentons 2 sentiments difficiles, l'isolement et l'ennui. Tous 2 générateurs d'anxiété. » Alors, voici les conseils de M. Adrien Chignard,
qui est psychologue du travail, pour ne pas nous laisser submerger et arriver au quotidien, tout en étant confinés, à générer des émotions positives. Elle nous dit torpeur, atmosphère pesante, sensation d'oppression, inquiétude. Être enfermé chez nous met à rude épreuve notre bien-être psychique et physique. Monsieur Adrien Chignard nous dit « Vivre une situation de confinement, c'est vivre de l'ennui, de l'isolement et le sentiment d'absence de contrôle sur ses mouvements. » Ce sont deux très bons amis de l'anxiété, car ils vident notre quotidien de stimulation, ce qui est très anxiogène pour l'être humain qui en a un besoin fondamental. Une expérience a été menée aux États-Unis où des volontaires devaient passer plusieurs jours assis sur un lit à ne rien faire, tout en étant très bien payés. Il me semble qu'à mon oreille, à moi, c'est quelque chose d'intéressant. Sauf que, ça, comme disait Félix Leclerc, là, il ne faut pas payer un homme à rien faire. Là, ça peut tuer un homme, je pense qu'il disait. Mais au maximum, ces personnes-là ont tenu 2 jours, disant « j'allais devenir fou ». La littérature scientifique montre qu'un confinement va générer des problèmes anxieux, dépressifs, de la colère et des comportements d'évitement. Plus que 10 jours, il va être encore plus stressant et peut même générer du stress post-traumatique, tout comme les soldats, si tu veux, qui vont en zone de combat. On croirait pas, hein, effectivement. Non, mais c'est comme ça. À l'inquiétude que nous ressentons à ne pas pouvoir sortir, à la crainte d'un futur incertain, s'ajoute notre hyper-vigilance quotidienne. Nous scannons notre corps en permanence. Une courbature, une difficulté à respirer, et si nous avions le coronavirus. Monsieur Chignard nous dit qu'il s'agit d'hyper-vigilance sélective. Nous sommes sélectifs sur ce qui va mal et non pas sur les 99 qui vont bien. Un proverbe russe dit « La peur a de grands yeux ». En situation de pandémie, nous avons les yeux écarquillés. Nous cherchons ce qui nous stresse et en faisons des montagnes. La peur nous fait hyperventiler. L'hyperventilation que nous assimilons à tort au virus nous fait peur. C'est un cercle vicieux. Notre anxiété s'auto-alimente ainsi. Comprendre permet de calmer un peu cette anxiété qui nous saisit. Dans la plupart des cas, et heureusement, c'est notre hypervigilance qui cause notre hyperventilation et non le COVID-19. C'est tellement pas naturel, tu sais, de toujours être sur ses gardes. C'est pas facile à faire parce que on a toujours l'impression qu'il faut être sur ses gardes et comme si à chaque fois qu'on voit quelqu'un, on se dit ben tout le monde là. Fait que moi c'est un peu comment j'agis. Donc je me dis ben tout le monde là. Fait que faut faire attention. Moi je l'ai pas attrapé encore. Tu sais, je me croise les doigts un peu. Non, je te le souhaite pas non plus. À toi non plus, mais ça m'était arrivé de penser que peut-être que je l'aurais attrapé. Ça m'était arrivé de me réveiller le matin dans mon lit, puis j'avais un certain mal de gorge. Pas un gros mal de gorge, un petit mal de gorge. Un symptôme là, qui pourrait ressembler peut-être. Et puis au cours de la journée, juste quelques heures après, ça disparaissait complètement. Il faut croire qu'il y a quand même d'autres sortes de virus qui se promènent. Là. Mais je pense qu'on n'est peut-être pas peureux de nature, mais on peut... C'est surtout tomber c'est surtout les ravages que ça peut faire. T'sais, on se dit, c'est ça qui est le problème, c'est que les ravages que ça peut faire donnent de l'anxiété aux gens aussi. Oui. Alors, je poursuis ma lecture. L'anxiété peut être comparée à un liquide qui viendrait remplir un flacon. Elle va prendre toute la place qu'on va lui laisser, nous dit toujours M. Adrien Chignard. Alors, voici 7 pistes pour mettre notre anxiété à distance et prendre soin de notre santé mentale et psychique en temps de confinement. Premièrement, limiter sa consommation d'informations. Chaîne d'informations en continu, réseaux sociaux, nous sommes abreuvés, voire noyés sur les informations concernant le coronavirus. S'il est bien sûr important de se tenir informé, attention à la surinformation et à, tiens-toi bien Yvan, l'infobésité. L'infobésité, ouais. Ça, c'est un mot que je viens d'apprendre. On était foirés puis on écoute les... Alors lui, il a combiné information et obésité pour faire infobésité, qui est génératrice de stress et d'anxiété. Le conseil de M. Adrien Chignard, accordez-vous un temps limité par jour pour vous informer. Sélectionnez aussi vos sources d'information. Choisissez-en une crédible et tenez-vous-y.
Deuxièmement, s'occuper avec des activités concrètes. Confinés, nous nous sentons désœuvrés. Pourtant, nous pouvons faire de nombreuses choses de chez nous. Cuisiner, ranger la cave, nettoyer les tiroirs de cuisine, finir la peinture de la chambre de son enfant, vider le garage, etc. Mais je continuerai un peu plus tard dans l'émission. Oui, cette liste-là, donc, pour nous aider à contrer l'anxiété en temps de confinement à Folie Douce. À venir dans l'émission, Ève Cardinal est avec nous avec son sujet de chronique « Chômage et santé mentale ». À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec l'anxiété en temps de confinement. Pour nous trouver sur les divers réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio. Vous écoutez actuellement Folie Douce, leader en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair. J'accueille à nouveau notre collaboratrice, Ève Cardinal. Bonjour, Ève. Hey, allô, Yvan. Allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Je passais dans le coin, puis je dis, viens nous faire une chronique. Coudon, on s'est dit, on va prendre un café? Ben oui, pourquoi pas? Cool. Puis on va parler chômage, un sujet pas facile, mais on peut quand même probablement sortir des côtés très positifs du sujet, malgré tout. Chômage et santé mentale, donc comment tu veux aborder ce sujet-là? Bien, en effet, c'est d'actualité. Hein. C'est pas nouveau d'entendre dire que le travail, c'est la santé. Hein, souvent, j'en ai fait des chroniques précédentes en parlant que le travail, des fois, ça peut être difficile dans les relations et tout ça. Mais en fait, il y a des aspects extrêmement positifs. Et là, ce qu'on va voir ensemble, c'est que le chômage engendre aussi beaucoup de perte d'estime de soi, puis des problèmes, pas des problèmes de santé mentale, mais en fait, une détérioration, hein, si on veut, de la santé mentale. Ouais. Les bienfaits du travail sont très évidents sur la santé mentale et en fait, les effets négatifs du chômage sont aussi néfastes au niveau de la santé mentale. Puis ce qu'on va voir, c'est que ça peut devenir aussi un cercle vicieux. Oui, parce qu'effectivement, ce que je me rends compte aussi, c'est que l'identité d'une personne passe souvent par son travail, puis c'est un dur coup pour la plupart des gens qui perdent leur emploi, à part si on s'est fait vraiment une carapace, puis qu'on s'est rendu compte avec les années que fallait pas trop s'inquiéter avec ça, mais en général, les gens sont secoués puis sont remués là, quand ils perdent leur emploi. Oui, puis on a beau dire, hein, peu importe là, qu'on souffre d'une problématique de santé mentale ou non, hein, ça porte un coup dur parce que pour la plupart des gens, là, cet argumentaire a beaucoup de sens parce que le travail, c'est essentiel dans nos vies et c'est pas nécessairement pour l'apport monétaire. Hein. Tu sais, la pyramide de Maslow, là, se sentir reconnaître, faire une différence dans la société, mais c'est très vrai. Alors, les bénéfices qu'on en retire vont au-delà de la question économique. Hein. La plupart du temps, et souvent, c'est une question de reconnaissance personnelle parce que ça nous permet, entre autres, de sentir qu'on fait partie de la société, qu'on existe, puis qu'on peut faire un changement. Donc, ça change beaucoup, ça, au niveau de la santé mentale. Et d'ailleurs, ça a déjà été prouvé par le passé que 40% des gens qui ne travaillent pas risquent de souffrir de stress post-traumatique psychologique, de pauvreté, évidemment, parce que ça vient avec des considérations économiques et donc de certaines difficultés au niveau de la gestion de la santé mentale. Et on est souvent, quand on parle de notre emploi, je pense on se sent mal regardé par les gens. On se dit, on a l'impression que les gens doivent dire, cette personne-là devrait avoir un emploi ou elle sert à rien. Tu sais, c'est souvent la perception, c'est pas ça qu'on devrait penser, mais c'est ça que les gens pensent. Quelquefois. Oui, parce que dans ce temps-là, on vit souvent dans le regard des autres. Hein. On a un sentiment d'échec. Donc, on sent peut-être le jugement des autres, à tort souvent. Mais c'est effectivement un phénomène de reconnaissance sociale, de se sentir utile. Puis aussi, il y a les phénomènes de stress qui viennent avec la santé financière. Hein. Si on n'a plus de sous, peu importe, là, on ne parle pas de vivre dans des grands projets, mais pour vivre, sortir, avoir sa vie comme ça implique beaucoup de stress psychologique. Ouais. Et il paraît que les gens qui sont sans travail visitent plus souvent leur médecin de famille que ceux qui sont au travail parce qu'ils ressentent des symptômes même qui sont physiques et psychologiques. Et il y aurait aussi environ 50% qui reçoivent des prestations gouvernementales, hein, que ce soit le chômage. On connaît la situation et je veux dire, ça peut arriver à n'importe qui présente des problèmes d'anxiété, des problèmes même physiques au niveau musculo-squelettique et notamment de santé mentale.
Et comme tu dis, depuis l'arrivée de cette maudite pandémie COVID, on peut l'appeler maudite parce que vraiment, ça a tellement bougé tout le monde, mais à quelque part, il y a peut-être quelque chose de bien au niveau du chômage qu'on s'est peut-être rendu compte que n'importe qui peut perdre son emploi quand il arrive un problème comme ça. Fait que c'est pas juste des gens qui sont paresseux, c'est pas juste des gens qui sont incompétents, c'est pas juste des gens... tu sais, à quelque part, il faut qu'on comme société, il faut qu'on revoie tout ça. On dit, socialement, on s'est donné un monde, si tu veux, plus social, puis un filet social, mais il faut effectivement aider tout le monde, puis trouver une façon peut-être de tout rebrasser ça, là. Bien, effectivement, tu sais, comme tu dis, la vie est fragile, hein? La vie est fragile au niveau psychologique, au niveau physique, puis la vie est fragile au niveau des circonstances comme ça. Hein? Qui aurait pu prévoir que tout ça arriverait? Ouais. Donc, d'avoir un filet social, puis d'avoir un filet aussi au niveau psychologique, hein, au niveau de la communauté, au niveau des soutiens d'entraide, des réseaux. Et ça, je pense, et ça, je ne ferai pas un éditorial là-dessus parce que d'habitude, je suis très objective, tu comprends, c'est pas mon rôle, mais de façon à repenser aussi comment on va faire un filet social, puis prévoir ce qui est l'imprévisible, parce que c'est pas la dernière fois peut-être que ça va arriver. Oui, effectivement. Puis c'est juste qu'il y a eu des coups durs dans le passé, mais les gens n'ont peut-être pas réalisé jusqu'à quel point ça affectait de ne pas travailler et d'être isolé. Donc, je pense que le chômage santé mentale, c'est effectivement un sujet, une question qu'on doit se poser. Ouais. Puis, je ne sais pas si tu te souviens, Yvan, là, précédemment, là, tu l'as publié, j'avais fait une chronique entre la différence entre l'isolement et la solitude. Ouais. Donc, le chômage, ça apporte énormément d'isolement. Hein. C'est de la honte, de la culpabilité qui n'est pas nécessairement, en fait, légitime, mais au niveau social, on perd de l'estime de soi. C'est central pour tout le monde de travailler, hein. Dépendant des situations, mais souvent, c'est une façon aussi de faire vivre sa famille, que tu sois homme, femme, mari, peu importe. C'est une façon aussi de t'affirmer, de faire valoir tes talents, ou peu importe, en tout cas, de te sentir autonome. Donc, du moment que, en fait, tu tombes sur l'assurance chômage, que tu sois sur l'assurance chômage ou peu importe, c'est que tu te sens peut-être dépendant, puis ça, c'est pas un jugement, c'est juste prouver que, en fait, tu peux te sentir plus vulnérable qu'une certaine population X, Y, Z. Oui, effectivement. Alors, est-ce que le travail est important pour la santé physique et mentale? Bien, il y a de nombreuses recherches qui portent sur le lien entre le chômage, la santé physique et le bien-être psychologique, comme je l'ai dit. Quand on est sans travail, on risque plus facilement d'avoir des problèmes de santé globale. On peut parler même physique, diabète, stress, ACV, mais beaucoup de problèmes de santé mentale. Et être sans emploi en soi, c'est une expérience stressante. Donc, souvent, on apparente ça. Souvent, quelqu'un qui peut perdre son emploi, c'est un choc post-traumatique. Ouais. Donc, ça peut être quelque chose qui est extrêmement vécu différemment. Et ça, c'est une question aussi. Le travail, bien, ça fait partie intégrante de la participation citoyenne, hein, pour donner des opinions. Donc, le problème de chômage, ça soulève non seulement des questions morales envers les personnes qui ont perdu leur emploi, mais des sujets d'éthique au niveau de la société, donc au niveau de la gouvernance. Puis je pense que ça va être un moyen de réflexion, en fait, pour penser comment on va réfléchir ça pour l'avenir. Oui, comment on peut se prémunir à ça? Parce que, à part avoir expérimenté plusieurs fois, puis s'être fait un peu une idée, puis être capable de prendre une distance avec la perte d'emploi, mais comment on peut se prémunir justement à la perte d'emploi, puis peut-être d'être plus... de mieux vivre ça, plus sereinement? En fait, il y a beaucoup de choses, justement, ça va avec l'estime personnelle. Hein. Aussi, effectivement, il ne faut pas aller hésiter à chercher de l'aide. Hein. Pas juste au niveau là, des programmes d'assurance chômage ou quoi que ce soit. Mais ce qui arrive, ce qui est intéressant, Yvan, c'est que souvent, les pertes d'emploi font en sorte qu'on a moins de revenus. Hein. Donc, on a moins de ressources au niveau de l'aide, hein, au niveau de la santé mentale. Puis, oui, les solutions existent, mais tu sais, l'OMS révèle que les pertes de revenus empêchent souvent les gens qui ont perdu leur emploi d'aller chercher l'aide appropriée par manque de temps, par stress, parce que les priorités sont autres, hein, pour faire vivre la famille, au lieu, par exemple, d'aller voir un psychologue. Puis souvent, on sait que les ressources en psychologie quand même impliquent un coût financier. Donc, il y a toute une spirale comme ça. Puis, il y a un fait aussi que les gens qui sont au chômage, puis ça, c'est pas une généralité, mais ont souvent tendance, effectivement, à vivre plus de stress. Donc,
peut-être plus consommer, plus prendre de médicaments, tout ça, mais ça, c'est pas une généralité. Souvent aussi, la perte d'emploi engendre des problèmes de santé mentale. Donc, c'est une espèce de cercle vicieux. Et il y a une perte de confiance. Donc, plus longtemps tu restes au chômage, plus longtemps tu as de la difficulté à reprendre le cours normal. Il y a une perte de confiance, une perte d'estime. Même souvent, puis ça, c'est des cas dont j'ai lu l'histoire, c'est que souvent la famille, le conjoint perd confiance en cette personne-là, à tort ou à tort souvent, parce que c'est ça, c'est un cercle vicieux. J'arrive pas à me trouver d'emploi, je me sens angoissée, je me sens stressée. Donc, il y a toutes sortes de ressources. Hein. C'est toujours aussi aller voir le CLSC, consulter des groupes d'entraide. Hein. J'insiste souvent, je l'ai dit, puis je le sais, je vais me corriger, je vais donner plus de références dans mes futures chroniques, mais il y a le groupe Revive. Il faut en discuter aussi ouvertement avec son entourage. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de groupes aussi au niveau chômage. Tu sais, il y a beaucoup de mouvements. Ça fait tellement longtemps que l'assurance chômage existe, puis que les gens perdent leurs emplois, que je pense qu'il y a beaucoup de soutien aussi. Tout à fait. Pas juste techniquement, pas juste de la façon de remplir des formulaires ou d'avoir une demande, mais j'imagine qu'il y a de l'aide à l'emploi ou de l'aide à... Oui, absolument. Là, il y a des groupes d'entraide par quartier. Là. Ouais. Il y a beaucoup de ressources dans les quartiers qui peuvent... Vous pouvez rencontrer une conseillère en orientation, quelqu'un qui va vous remettre aussi au niveau de l'estime personnelle, parce que se trouver un emploi, puis quand on l'a perdu, c'est un gros morceau de puzzle. Quelquefois, ça aussi, c'est comme tu dis, avec une conseillère, un conseiller, de voir, peut-être la personne est peut-être mûre pour faire un changement de type d'emploi, peut-être qu'elle a des qualités qu'elle s'ignore même. C'est ça? Oui. Puis de revoir quelles sont nos qualités, quelles sont nos aptitudes, puis qu'est-ce qu'on aime aussi, parce que des fois, ça change. Hein? Puis peut-être que des fois, quand on perd des emplois comme ça, par des conjonctures, ben, ça nous permet de refaire notre histoire, si je peux dire. Je dirais pas le mot réinventer, ça a été trop dit, là. Et peut-être aussi, des fois, faut se dire, ben, peut-être ça arrive pour quelque chose, tu sais, des fois dans la vie, c'est facile des fois à dire, là. Je sais quand la personne subit ça, c'est pas toujours drôle, mais il faut essayer de voir le côté positif, de dire, est-ce que c'est quelque chose peut-être qui peut m'amener ailleurs? Oui. Donc, réfléchir un peu, se faire conseiller, puis ça peut juste peut-être être puis il y a toujours du soutien, il y en a toujours. Oui, effectivement. Dans les références, est-ce que tu as des choses que tu pourrais donner? Bien sûr, tu nous mentionnais différentes ressources, Revive. Probablement, les bureaux d'emploi aussi ont sûrement des oui, de les guichets emploi, les ressources emploi par quartier. Hein. C'est ça. Puis pour les jeunes, il y a aussi beaucoup les jeunes, parce qu'en tout cas, 35 ans et moins, là, on parle des carrefours jeunesse emploi dans votre quartier. Ça peut beaucoup aider, hein, une perte d'emploi. Tu sais, on a 35 ans, on commence notre carrière, ou en tout cas, on la commence pas, mais on la continue. Donc ça peut être des ressources aussi. Puis c'est surtout de ne pas hésiter à consulter notre entourage aussi, parce que selon ce que je vois, des expériences vécues et lues, on hésite souvent à parler vraiment à notre entourage de ce qu'on vit, mais ces gens peuvent comprendre ça plus qu'on pense. Oui, c'est ça. Puis de dire simplement, puis de dire, ben, je me sens d'une façon, donc souvent ça peut être libérateur, puis ça peut peut-être ouvrir la porte à quelque chose d'autre. Puis je pense que, comme tu dis, je pense qu'on a vécu des situations dans l'actualité, mais en fait, de ce qui s'est passé, que les gens vont peut-être avoir plus d'empathie vis-à-vis de ça, puis comprendre un petit peu plus là, ce qui arrive, parce que ça peut arriver à n'importe qui. C'est un autre point positif de la COVID-19. Il faut bien voir. L'empathie. Non, mais c'est ça, il faut vraiment voir le verre à demi plein, puis il y a eu des choses positives, il faut juste s'en servir, puis pas oublier la solidarité. Solidarité, exactement. Alors, on va réinventer le monde ensemble. On va se laisser là-dessus, mais solidarité, mon beau Yvan. Merci Ève. Salut. À la prochaine. Que vous soyez barjo, rigolo, intello ou écolo, vous écoutez Folie douce. De retour au micro avec l'espresso allongé et on poursuit avec l'anxiété en temps de confinement, Pierre. Oui, d'après un article écrit par Mme Margot Rambert, qui est journaliste et auteure française. L'article s'appelle « 7 pistes pour calmer notre anxiété » avec la collaboration de M. Adrien Chignard, qui est psychologue. Alors, j'étais rendu au point numéro 2, juste pour terminer. M. Chignard nous dit que il nous dit au point numéro 2 de s'occuper avec des activités concrètes. Il nous dit, parmi les activités altruistes tournées vers les autres, autrement dit, eh bien, ça augmente notre niveau de bien-être. Alors, il nous dit, ne boudons pas notre plaisir. On peut commencer par trier ses placards,
Par exemple, ça, je le garde, ça, je le donne à une association, ça, je le jette. Troisième point, veiller à son rythme de vie. Ce n'est pas parce que beaucoup d'entre nous sommes en télétravail qu'il faut nous coucher à 3 heures du matin après avoir passé 5 heures sur Netflix. Au contraire, nous dit-il, notre rythme de veille et de sommeil régule notre alimentation et nos émotions positives. Si nous le déréglons, nous allons avoir tendance à nous suralimenter et cela aura un impact sur notre bien-être. Bloqués chez nous, nous pouvons avoir tendance à vouloir manger à n'importe quelle heure et à nous tourner vers le comfort food gras et sucré pour nous réconforter et à boire davantage d'alcool aussi, parfois pour tenter d'anesthésier un peu cette anxiété que nous ressentons. M. Chignard nous dit qu'il s'agit de garder une alimentation saine qu'il est bon de préparer avec ses proches. Cuisiner va nous apaiser et le regard de l'autre va permettre de réguler nos potentiels écarts. S'octroyer de petits plaisirs, oui, bien sûr, mais avec modération. Et les gens, souvent aussi, oublient peut-être d'avoir de l'activité parce que, tu sais, de sortir, prendre l'air un peu, tu sais, c'est pas interdit, là, même en confinement. Oui, mais je me rappelle même dans le pire du confinement qu'on a vécu il y a quelques mois, il y a des gens qui avaient même peur de sortir. Oui, c'est ça. Mais après ça, on a comme expliqué que le virus ne sautait pas sur les gens. Là, donc, en étant prudent, je pense que c'est toujours bienvenu. Là. Oui. Quatrième point, avoir un maximum de relations sociales. À l'heure du confinement, le concept peut faire sourire et pourtant, le soutien des pairs est le meilleur rempart contre la détresse psychologique, selon M. Chignard. Nous ne pouvons pas aller ni voir ou embrasser nos proches, mais nous pouvons les appeler. Nous pouvons profiter de nos proches, de notre conjoint, de nos enfants qui sont avec nous, mais organiser des apéritifs, par exemple, avec nos amis via Skype. Imagine-toi, je sais pas comment... Oui, ça s'est fait beaucoup, ça s'est fait beaucoup des 5 à 7 là, virtuels, là, tout le monde avec son verre, mais on peut un peu socialiser, mais ça reste chacun chez soi. Ça doit être assez bizarre. C'est assez 2020, comme on dit. Alors, c'est la façon de prendre des nouvelles de toutes les personnes de notre entourage qui vivent seules. Ça, c'est important. Il y a beaucoup de gens, qui vivent seuls. Et ça peut être important, un coup de téléphone. Je pense que ça a été plus dur aussi pour les gens qui vivent seuls. Tu sais, justement, dans le confinement, c'est encore plus difficile pour les gens qui n'ont pas de proches qui pourraient, justement, qui ne sont pas contaminés, donc qui peuvent socialiser avec ces proches-là. Hein. Cinquième point, compter sur nos forces de caractère. Face à une épreuve, il est bon de nous reconnecter à nous-mêmes et à notre force intérieure. Un test élaboré par Martin Seligman, le père de la psychologie positive, et Christophe Peterson, psychologue et enseignant, permet de faire l'inventaire des forces de caractère ou valeurs en action. Il en existe 24, regroupées en 6 grandes catégories de vertus. Vous le trouverez sur Internet. L'idée, par exemple, passez ce test et prenez vos 5 forces principales, nous suggère Adrien Chignard. Ça, on va trouver ça sur Internet. Par exemple, si l'une de vos forces est d'apprendre, de découvrir, de transmettre, inscrivez-vous à un cours en ligne ou organisez une conférence en ligne pour transmettre vos connaissances ou encore rejoignez un groupe sur Facebook. On peut aussi passer ce test avec son conjoint et en parler ensuite. Cela renforce les liens qui vous unissent et donne du sens à de nombreux quiproquos de couple. Reste à savoir si c'est vrai. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, il faudrait voir. C'est un quiproquo. 6e point, écrire une lettre de gratitude. Ce qu'on ne fait pas souvent, il me semble. Le confinement nous donne du temps que nous pouvons mettre à profit pour penser aux autres. Et s'il y a une chose que nous oublions souvent, justement, faute de temps, c'est de leur rappeler à quel point ils comptent pour nous et à quel point nous sommes reconnaissants de les avoir dans notre vie. M. Chignard nous dit « Écrivez une lettre de gratitude à quelqu'un que vous n'avez pas assez remercié dans votre vie. » Cela procure un bien-être immédiat et durable. D'autant plus qu'en ces temps troublés, nous avons plus que jamais besoin de revenir
à des valeurs d'humanité, de générosité et d'altruisme. Et ça nous aide à semer un peu, justement, d'amour et de respect et tout ça. Fait que ça va faire des petits, tout ça, des gens qui reçoivent ça, j'imagine, vont se sentir à la fois Est-ce qu'il y en a heureux. des gens, toi, qui t'aimeraient écrire sûrement. Moi, par exemple? Ben, sûrement. Pour ton excellent travail depuis des années. Ah, mon Dieu. Je t'écrive ça. Là, ça fait bizarre d'entendre ça, mais c'est... En tout cas. Je le dis publiquement. J'ai pas peur. 7e point. Gérer l'anxiété de ses enfants. Ils n'ont plus d'école, ils sont enfermés, ils entendent des informations anxiogènes. La situation de confinement peut être particulièrement stressante pour les enfants. M. Chignard nous dit certains vont peut-être montrer des comportements régressifs, vont avoir des bobos imaginaires, beaucoup pleurer, d'autres n'auront pas envie de jouer avant de chercher à les occuper. Il faut leur parler, donner du sens à ce qui se passe. Les enfants ont besoin de comprendre, d'être rassurés et sécurisés. Alors, vous pouvez aller retrouver cet article sur Internet, 7 pistes pour calmer notre anxiété. Merci beaucoup, Pierre, pour ce sujet-là à Folie douce. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie douce. Je tiens à remercier nos invités Caroline Chaussé et Alain Métivier qui nous ont mieux fait connaître Perspective Autonomie en santé mentale. Merci Pierre Laporte pour tes blocs espresso. Ben, bienvenue mon cher. Tu nous as parlé d'anxiété en temps de confinement, nous donnant justement certains trucs. C'est important de s'y intéresser, de demander de l'aide, de ne pas avoir peur justement. Il y a toujours des gens qui sont prêts à aider, je pense, pour les gens qui souffriraient d'anxiété à cause du confinement. Merci également pour ta mise en onde. Bienvenue encore. Oui, et je remercie notre collaboratrice Ève Cardinal qui nous a parlé pour sa part dans sa chronique de chômage et santé mentale. C'était donc le menu de Folie douce cette semaine. Portez-vous bien, c'est Yvan Bugeaud à l'animation. À la prochaine, au revoir.